mettre en place ces 6 indicateurs de sa réussite en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans les chiffres. On est dans notre série spéciale La rentrée de l'IMO Serein. On est dans l'épisode numéro 3 et aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le concret. On va parler d'indicateurs financiers précis que vous devez suivre tout au long de votre vie d'investisseur. Ok ? Je sais que le premier épisode, on a parlé mindset, état d'esprit, etc. Dans le deuxième épisode, on a parlé d'organisation. Donc disons que jusqu'à maintenant, c'était soft, c'était cool. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. On va donc mettre en place des indicateurs indispensables pour mesurer votre progression au fur et à mesure des mois et des années qui vont venir. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que on ne peut pas progresser sans avoir mis des mesures précises pour mesurer sa progression. Tout simplement. Okay ? C'est comme si vous vous lancez pour faire un régime, mais vous ne savez pas combien vous pesez, vous ne connaissez pas vos mensurations. Donc comment est-ce que vous pouvez constater que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez amélioré votre forme physique si vous n'avez absolument aucun indicateur pour vous dire, bah oui, mais je sais pas. Je sais pas combien je pesais il y a 6 ans, donc du coup, bon, je pense que j'ai maigri, mais je sais pas trop. Bon, l'indicateur, c'est vrai que souvent, c'est les vêtements. Mais voilà, les vêtements sont un indicateur. Mais en fait, c'est pareil en immobilier et en investissement en général. Il vous faut des indicateurs. Souvent, les indicateurs que les gens prennent, c'est combien il y a d'argent sur le compte en banque, mais c'est pas très précis, c'est assez flou. Et si vous voulez être performant, je vous invite à avoir des indicateurs très précis de votre performance financière et immobilière. Aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est la rentrée. On va mesurer ensemble, on va prendre vos mensurations concernant vos finances et on va voir ensemble, est-ce que, voilà, déjà l'état des lieux de là où vous en êtes et après on va travailler ensemble comment on va faire progresser tout ça. On attaque. Le premier indicateur, donc j'ai décidé de mettre en place un petit tableau en même temps sur la vidéo. Donc sur la vidéo, vous voyez normalement mon petit tableau. Et comme ça, ça sera un peu plus visuel. Et pour ceux qui écoutent le podcast, accrochez-vous, vous prenez un petit papier, un petit crayon et notez les indicateurs clés que je vais vous dicter. Donc la première chose qu'on va évaluer ensemble, ce sont les flux entrants. Qu'est-ce que j'entends par les flux entrants ? Les flux entrants, c'est tout simplement les mouvements d'argent qui rentrent sur vos comptes. Ok ? On va être un peu plus précis que ça. Les flux entrants, c'est typiquement votre salaire, si vous êtes salarié. Ça peut être les dividendes, si jamais vous avez une société. Ça peut être également votre rémunération, si vous êtes gérant d'entreprise. Ça va être tout simplement, je sais pas, peut-être vos allocations de la CAF. En tout cas, ce sont les flux d'argent qui vous viennent et que vous pouvez théoriquement consommer. Mais par contre, je ne me rentre pas dedans les loyers. Là, ce qu'on va mettre en place dans les flux entrants, c'est plutôt aussi si jamais vous avez du cash flow positif, je ne sais pas moi, par exemple 500 € par mois de cash flow parce que vous avez réussi un premier investissement et à 500 € de surplus de trésorerie en moyenne à l'année qui rentre, et vous le mettez aussi. D'accord ? Donc votre cash flow positif d'immobilier. D'accord ? Et ça peut également être, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, on est bon. Donc les flux entrants, donc on va noter bien votre salaire, les dividendes si jamais vous avez des placements, les rémunérations et votre cash flow immobilier si jamais vous avez du cash flow positif. Voilà, à vous de voir si vous avez peut-être d'autres idées, je ne sais pas, je pense que je n'oublie rien. Et l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui rentre tous les mois dans votre porte-monnaie que vous pourriez théoriquement consommer. Ok ? Ensuite, le deuxième axe, ce sont les flux sortants. Forcément, parce que les flux sortants, c'est ce que vous allez dépenser tous les mois. Donc,
attention, ce sont vos dépenses. Si par exemple, vous avez du cash flow négatif, vous pouvez également mettre ça en flux sortant. Donc les dépenses courantes, le cash flow négatif, donc c'est-à-dire si jamais vous avez des investissements avec un effort d'épargne, dans ce cas-là, c'est clairement du cash flow négatif, donc c'est un flux sortant. Ok ? Par exemple, si vous avez un Pinel que vous devez mettre au bout 200 € par mois en moyenne à l'année, voilà, vous savez. Moi d'ailleurs, pour ce genre de calcul, moi ce que je vous recommande, vraiment, c'est que, imaginons que vous avez de l'immobilier, moi j'aime bien avoir un compte bancaire séparé, parce que je trouve que c'est le plus véridique en termes de cash flow. Parce que par exemple, vous avez un premier immeuble, vous avez un appartement, et vous avez un compte bancaire dédié à cet appartement ou cet immeuble. Tous les loyers, vous les faites rentrer sur ce compte, toutes les dépenses, vous les faites sortir sur ce compte. Donc, forcément, si vous devez renflouer ce compte régulièrement, il est négatif. Si vous avez beaucoup de surplus au bout d'1 an, vous avez du cash flow positif. Ça permet en fait de ne pas se bercer d'illusions en mode « je suis à cash flow positif », sauf que vous avez oublié le mois d'octobre où il y a la taxe foncière qui tombe, et puis en fait, en réalité, dans l'ensemble, vous êtes plutôt négatif. Donc, j'aime bien avoir un compte dédié parce que ça permet de faire un peu le bilan et de se rendre compte, est-ce que tu te retrouves à faire des virements vers ce compte ou est-ce que tu es plutôt du genre à pouvoir faire sortir de l'argent régulièrement de ce compte. Donc voilà pour les 2 premiers indicateurs qui sont, somme toute, assez simples. Vous allez voir, on va rentrer tout doucement dans la complexité et en réalité, c'est le dernier indicateur qui est le plus intéressant. Donc je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Donc là, je vais juste préciser cash flow immobilier positif, donc pour les flux entrants. Voilà où on en est, donc flux entrants, les flux sortants. Maintenant, on va attaquer la partie enrichissement. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement ? L'enrichissement, c'est de combien vous vous enrichissez tous les mois. Parce que un flux entrant, un flux sortant, c'est pas être riche. D'accord ? C'est juste un flux. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes qui gagnent 10 000 € par mois, mais il y a 10 000 € par mois qui sortent de leur poche en flux sortant. De ce fait, c'est juste un fait, il n'y a pas d'enrichissement, parce que c'est juste, je ne sais pas comment dire, des voitures qui passent, mais il n'y a aucun stock qui se crée. Ok ? Ce sont voilà. Donc, l'enrichissement, c'est combien tous les mois vous augmentez votre richesse. Donc, l'enrichissement, pour moi, il y a 2 éléments dans cet enrichissement que je mets dedans. C'est premièrement le remboursement de capital. Est-ce que vous êtes en train de rembourser du capital ? C'est-à-dire que dans vos flux sortants, en réalité, il y a des prêts qui sont en train de partir et que vous êtes en train de rembourser. Dans ce cas, donc typiquement, les prêts de résidence principale, je considère que vous regardez combien de capital vous remboursez grâce au tableau d'amortissement que vous avez bien organisé dans l'épisode précédent. Combien est-ce que vous remboursez tous les mois à la banque de capital grâce à cette résidence principale ? Ok. Le remboursement aussi de capital de vos biens locatifs. D'accord ? Et ensuite, il y a tout ce qui est finalement le différentiel de trésorerie. Il peut être négatif comme positif, parce que je connais des personnes qui puisent dans leur épargne tous les mois pour subvenir à leur train de vie. Donc là, dans ce cas, vous avez carrément on va dire je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais voilà, vous avez une sorte de flux négatif en moyenne ou un flux plutôt positif. Donc, est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ou est-ce qu'au contraire, vous piochez dans votre épargne tous les mois ? Donc, épargne mensuelle. Voilà. Donc, on a dans l'enrichissement 3 choses que j'ai envie que vous mettiez en place dans vos indicateurs. Le remboursement de capital de la résidence principale, si vous avez une résidence principale. Combien est-ce que vous remboursez de capital dans votre locatif, si jamais vous avez des investissements locatifs. Et combien vous arrivez à mettre de côté en épargne toute simple, c'est-à-dire en trésorerie, en excédent de trésorerie que vous arrivez à réaliser tous les mois avec les revenus de salaire, dividendes, rémunération, cash flow immobilier positif par rapport à votre flux sortant. Je précise que il y a un biais cognitif bien répandu qui est d'avoir l'impression de mettre beaucoup d'argent de côté,
mais qu'en réalité, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est combien est-ce que vous avez aujourd'hui d'argent de côté, c'est-à-dire d'argent qui vous reste sur vos comptes en banque, donc livret A, assurance vie, je ne sais pas où est-ce que vous mettez votre épargne, et est-ce que c'est cohérent, c'est-à-dire que vous reprenez, par exemple, votre livret A d'il y a un an et votre livret A d'aujourd'hui, un an plus tard, et est-ce que en réalité, votre épargne mensuelle correspond à ce que vous avez mis dedans tous les mois. C'est-à-dire que vous divisez par 12 et est-ce que c'est cohérent? Parce que ça vous permet de vous enlever cette illusion d'avoir l'impression de mettre de l'argent de tous les côtés tous les mois. Mais si l'argent que vous mettez de côté en épargne mensuelle, c'est 500 € par mois par exemple, mais c'est l'argent que vous utilisez systématiquement dès que vous avez un petit problème, un voyage à faire, etc., en fait, du coup, c'est pas de la vraie épargne. Cette vraie épargne mensuelle, c'est-à-dire cet enrichissement, c'est l'argent que vous ne touchez pas. Ok ? C'est l'argent que vous mettez de côté et dont vous n'avez jamais besoin. D'accord ? Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour un vrai projet, d'accord ? Mais c'est juste que j'ai pas envie que vous vous berciez d'illusions en mettre « Oui, moi j'arrive à mettre 1 000 € de côté », mais si au final, vous dites que vous arrivez à mettre 1 000 € de côté, mais que vos comptes d'épargne n'ont pas augmenté de 12 000 € en 12 mois, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas logique. Donc, essayez d'être honnête avec vous-même, essayez de vous piéger vous-même, méfiez-vous de vous-même. Moi, je sais il faut que je me méfie aussi de moi-même. C'est naturel, on a l'impression qu'on dépense beaucoup moins que ce que l'on dépense réellement parfois. Ça dépend des gens, hein. Mais je sais que c'est une maladie assez répandue de se dire « mais je dépense rien, je comprends pas où part l'argent ». Ensuite, donc ça c'est de votre enrichissement. Donc là, j'aimerais bien que vous ayez le total de votre enrichissement mensuel. Ça, c'est déjà un indicateur très intéressant. Parce que vraiment, cet indicateur d'enrichissement, c'est quelque chose de puissant. C'est vraiment quelque chose de puissant parce que c'est là que vous allez voir combien réellement d'argent vous mettez de côté pour votre avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on prône le fait de s'endetter au maximum avec du locatif, parce que c'est comme ça que vous vous enrichissez très vite. Parce que les personnes qui ont beaucoup de dettes, qui remboursent beaucoup de capital, en fait, souvent, on arrive à avoir des beaucoup plus gros chiffres de remboursement de capital que d'épargne mensuelle effective. D'accord ? C'est plus difficile d'épargner du cash que de rembourser du capital de locatif. Donc ça, c'était le 3e indicateur. Et vous allez voir, le 6e, c'est le plus intéressant, donc restez jusqu'au bout. Le 4e indicateur, c'est tout simplement votre patrimoine brut. Okay ? Le patrimoine brut, c'est qu'est-ce que vous avez à la fois d'un point de vue immobilier. Alors, je mets brut. Moi, j'aime bien utiliser le patrimoine brut parce que ça en dit beaucoup plus que le patrimoine net. Je m'explique. Le patrimoine brut, ce sont l'immobilier, la valeur des biens immobiliers que vous possédez en ignorant la dette. Donc, par exemple, vous avez acheté un immeuble à 1 million, c'est pas grave si vous avez en réalité que remboursé 100 000 € dessus. Je ne considère pas que vous avez un patrimoine de 100 000 €. Non, pour moi, le chiffre le plus intéressant, c'est votre patrimoine brut, qui est votre immeuble à 1 million. Okay ? Donc, je veux l'immobilier, la valeur de votre immobilier, en ignorant les dettes dessus. Okay ? Vous allez voir, ça viendra après. Parce que l'immobilier brut, pour moi, c'est réellement une valeur énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté un immeuble à 1 million, qui est auto-remboursé, autofinancé et qui se rembourse tout seul, même si ça fait aucun flux de trésorerie, peu importe, parce que les loyers couvrent la mensualité, déjà, vous allez voir, en termes d'enrichissement, votre remboursement de capital locatif, il va être énorme. Et c'est intéressant aussi parce que ça fait se rendre compte de ce que vous aurez dans 20 ans, ce que vous avez mis en place. Donc, on ne peut pas comparer j'aime pas comparer deux patrimoines nets, je préfère comparer des patrimoines bruts. Parce que ça montre aussi que vous avez bossé. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être un patrimoine brut de 300 000 € parce que c'est la valeur de votre résidence principale. Ça va quand même être très intéressant si vous faites un investissement locatif de 300 000 € et comme ça vous fait un patrimoine brut total de 600 000 €. Pour moi, c'est un indicateur qui a beaucoup de valeur. Beaucoup plus de valeur que combien vous avez effectivement remboursé. Donc, vous faites l'immobilier brut et vous faites également ce que vous avez en financier, c'est-à-dire tous les investissements financiers que vous avez, quel est votre patrimoine financier. Donc ça, c'est l'autre élément que je veux avoir. Ça permet d'avoir déjà une première idée. Patrimoine brut, immobilier brut et patrimoine financier.
Ça vous permet de vous rendre compte quel est finalement le pactole que vous aurez dans 20 ans au moment de votre retraite, à aujourd'hui. Évidemment, le but du jeu, ça va être d'améliorer ces indicateurs. Ensuite, on va continuer avec le 5e indicateur. Le 5e indicateur, ce sont les dettes, tout simplement. Parce qu'en effet, je trouve que c'est quand même important de savoir combien est-ce qu'on a de dettes sur le dos. Donc ça, pour moi, le 5e indicateur, c'est les dettes, le reste à rembourser. Okay, vous allez sur les tableaux d'amortissement de tous vos biens immobiliers et vous regardez combien est-ce qu'il vous reste à rembourser. Évidemment, si vous avez des crédits à la consommation, bien sûr, j'espère que vous en avez très peu, voire pas du tout, mais vous les mettez aussi dedans. Comme ça, on voit où on en est. Donc, quelles sont vos dettes? Quel est le reste à rembourser de vos dettes? Enfin, et ça c'est le 6e et dernier indicateur le plus intéressant, on va déjà juste rapidement voir les indicateurs qu'on a vus ensemble. J'espère que vous les avez mis sur un papier. Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué, hein. Des fois, les gens ils se disent « Ouais, je vais faire des graphiques, machin et tout ». Bon, écoutez, des fois, les choses, c'est simple, hein. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans Bloc-Notes, vous faites une petite note qui va s'appeler suivi de mon évolution financière ou suivi de mon enrichissement ou enrichissement. Et comme ça, vous allez voir, vous prenez juste des notes rapides avec votre salaire, etc. Voilà, tous les indicateurs que je vous ai mis. Et tous les 6 mois ou tous les 1 an, vous pouvez faire un petit bilan et vous voyez où vous en êtes. D'accord, il n'y a pas besoin d'avoir fait des graphes incroyables. Moi, je trouve que les choses simples marchent très bien la plupart du temps, ou tout simplement sur un cahier. Et enfin, donc, le 6e indicateur, parce que tout ça, en fait, ce que ça vous avait permis de faire, c'est que on se rend compte déjà d'un petit peu de certaines choses. On se rend compte de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, de combien vous vous enrichissez réellement tous les mois, quel est votre patrimoine brut, c'est-à-dire les éléments que vous avez réussi à mettre en place, et enfin, les dettes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous reste à rembourser. Théoriquement, c'est quelque chose qui est amené à disparaître, mais c'est quand même intéressant parce que ça va être utile pour des calculs, notamment de capacité d'endettement. On verra ça plus tard dans un autre épisode de comment est-ce qu'on réfléchit à sa capacité d'endettement. Mais c'est quelque chose que les banques, elles aiment beaucoup regarder. Elles aiment regarder le patrimoine net. Donc elles vont prendre l'indicateur numéro 4, le total, elles vont déduire les dettes totales et ça va vous donner un patrimoine net. Et ce patrimoine net, finalement, c'est le bilan à date. Si vous vendiez tout, combien est-ce que vous auriez sur votre compte en banque? Et ça, c'est important parce que forcément, quelqu'un qui, s'il vendait tout, il aurait 100 000 euros sur un compte en banque, VS, quelqu'un qui aurait 1 million sur son compte en banque s'il vendait tout en ayant remboursé ses dettes, il n'a pas la même valeur aux yeux d'un banquier et les mêmes reins. Hein, il a les reins beaucoup plus solides, celui qui a 1 million si on liquide tout, que celui qui a 100 000 si on liquide tout, ou celui qui a 10 000 si on liquide tout. Donc, ça, c'est un indicateur important que les banques apprécient, en tout cas si jamais il est élevé. Et c'est un indicateur de vous dire, attends, si j'ai un patrimoine aujourd'hui net, après dette, à 500 000, ce serait une aberration de partir sur un projet immobilier à 100 000 euros. Même si je pense que mon ratio taux d'endettement, il est à son maximum, non, parce que mon patrimoine net, il est quand même à 500 000. Donc la banque, quoi qu'il arrive, elle est quand même très sécurisée, même si elle me prête 300 000 euros, par exemple. Donc ça permet de faire un point là-dessus. On fera un épisode dédié à ce sujet. Mais voilà, ça c'est déjà la chose. Et maintenant, le dernier indicateur qui pour moi est l'indicateur mais que j'adore, que j'ai inventé, j'en suis peu fière, j'appelle ça le ratio de liberté. Le ratio de liberté, c'est que là, on a vu vraiment la partie bon père de famille, tu vois. La façon de mesurer son enrichissement comme un bon père de famille. Le ratio de liberté, lui, c'est vraiment pour les investisseurs ambitieux qui rêvent de liberté financière. Et si vous rêvez de liberté financière, il vous faut ce ratio de liberté. Le ratio de liberté, c'est que vous allez prendre les revenus passifs qui font partie de vos flux entrants, d'accord ? Donc c'est les flux entrants passifs, divisé par le niveau de vie que vous voulez atteindre, d'accord ? Donc qu'est-ce que j'entends par flux entrant passif ? Ce sont tous les revenus passifs que vous touchez, c'est-à-dire le cash flow immobilier positif,
Peut-être ce sont des dividendes ou d'entreprises que vous possédez mais dans lesquelles vous n'avez pas de part active. C'est-à-dire que je considère que si vous êtes un chef d'entreprise et que vous travaillez pour votre entreprise et que vous avez une rémunération, ce ne sont pas des revenus passifs. Pareil, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez les dividendes de votre propre entreprise, ce ne sont pas des revenus passifs, parce que vous êtes chef d'entreprise et vous gérez votre entreprise, donc c'est des revenus du travail. Moi, ce que je veux, c'est quels sont vos flux entrants, combien est-ce que vous toucheriez si jamais vous étiez paralysé du jour au lendemain, sans assurance, qu'est-ce que vous rentreriez comme argent? Okay. Par exemple, imaginez, vous voulez partir à l'étranger, vous arrêtez de travailler, vous plaquez tout, vous voulez faire un tour du monde, et ben, quel est votre flux entrant qui va vous rester, votre flux entrant passif? Divisé par le niveau de vie que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire vos dépenses mensuelles idéales. Parce que, évidemment, là, on a parlé des flux sortants avec vos dépenses effectives, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous dépensez plus que ce que vous souhaiteriez, peut-être que vous dépensez moins que ce que vous souhaiteriez. Donc là, j'aimerais que vous mettiez en place votre niveau de vie idéal que vous aimeriez atteindre. Ok ? Donc, par exemple, on va donner des exemples. Si vous rêvez d'avoir 3 000 € de revenus passifs tous les mois pour pouvoir arrêter de vivre, c'est-à-dire que dans votre vie idéale, 3 000 € par mois, c'est ce que vous aimeriez consommer et qui serait le top du top. Et vous avez 300 € de cash flow tous les mois de votre immobilier et peut-être quelques dividendes équivalents à 50 € par mois par an, grâce à des investissements que vous auriez fait par ailleurs. Et ben dans ce cas, vous avez donc 350 € par mois de flux entrant passif, divisé par votre niveau de vie idéal. Alors attendez, on va mettre 3 500 € parce que ce sera plus facile pour le calcul. Donc imaginons que vous avez un niveau de vie idéal à 3 500 €, vous avez 350 € de flux entrant passif, ça fait que vous êtes à un ratio de liberté à 10%. Ok ? C'est ça qui est intéressant, c'est que avec cet indicateur de ratio de liberté, ça vous permet clairement de savoir où vous en êtes dans votre projet de liberté financière. Je sais que c'est un ratio qui peut faire mal, parce que pour certains, vous vous dites « Ouh là là, attends, je suis à 5%. » Alors, il y en a qui sont peut-être à 0% parce qu'ils n'ont aucun revenu passif, mais ça vous permet de vous rendre compte de là où vous vous situez et de quel est le cash flow que vous devez générer. Et c'est important parce que je considère que vraiment les projets de liberté financière, c'est rarement des projets qui se réalisent en un an. Rarement. Même si c'est possible, je le sais, mais c'est rare, c'est très rare. C'est beaucoup plus réaliste de partir du principe que ça va être un projet sur 3, 4, 5 ans, voire peut-être même un projet où, déjà, si vous atteignez 50% de liberté, de ratio de liberté, c'est déjà très bien pour après vous lancer peut-être en entrepreneuriat et avoir des revenus complémentaires. Okay ? Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'atteindre les 100% si vous voulez voyager dans le monde. Peut-être que vous avez juste besoin d'atteindre 50% et après vous pouvez voyager tout en étant freelance, lancer une entreprise, devenir coach immobilier, peu importe, mais vous pourrez arrondir vos fins de mois. Mais ça vous permet de vous rendre compte quel est votre niveau de liberté aujourd'hui. J'ai envie que vous ayez ces indicateurs, donc je vous invite à les mettre en place. Et après, on va travailler bien sûr sur la suite, sur comment est-ce qu'on va faire pour améliorer tous ces indicateurs. Mais voyez-moi un petit peu comme votre coach de régime alimentaire. En fait, là, c'est le moment où on fait la pesée, on fait les mensurations, on regarde où on en est et on va voir la suite après. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer ces indicateurs tout au long des mois qui viennent. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.